Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Je suis derrière la caméra pour une fois. Je suis avec deux personnes avec qui j'ai passé toute l'après-midi ici à Vevey pour un atelier créatif, un atelier d'intelligence collective sur la métacrise. On va voir ce dont il s'agit avec deux experts, Benjamin Castillo. Excuse-moi Benjamin. Tu peux me dire, Jean, juste en deux mots qui tu es? Benjamin Castillo, je suis chercheur et éducateur transdisciplinaire indépendant sur les questions des grands défis de notre ère. Ah ok, super. Et puis si vous connaissez ma chaîne, vous reconnaissez peut-être le docteur Ansgar Roukmont qui est médecin psychiatre. Et Ansgar, tu as participé, je me permets de te tutoyer, tu as participé ici à l'atelier aussi d'intelligence collective en parlant notamment de la dissociation traumatique et ses conséquences, dissociation traumatique structurelle notamment, tu vas nous expliquer. Je voudrais commencer, si vous voulez bien, par une question très simple. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de bordel sur Terre, en fait? Si tu peux commencer, Benjamin. Oui, alors pour résumer très simplement, c'est un manque de conscience combiné avec des schémas de fonctionnement très primaires qui sont hérités d'un passé qui est dépassé. Mais malheureusement, qui sont ancrés au plus profond de notre inconscient et qui dysfonctionnent complètement et sur lesquels on a construit nos sociétés, nos récits, nos systèmes de valeurs et qui vont aussi s'ancrer, comme j'en suis sûr Ansgar va en parler, dans un état de dissociation traumatique parce que ce sont des schémas qui sont ancrés dans la peur, liés à des expériences du passé qui ont été extrêmement marquantes et déstabilisantes dans notre état psychique. Et donc on a fait l'atelier là juste à l'instant, cet après-midi, tu nous as fait travailler avec des cartes et c'était collectif, c'était intéressant. Finalement on voyait ces structures. Si tu peux dire quelques mots sur le diagnostic de la société, les différentes dimensions qui posent problème. Alors déjà une première dimension qui me paraît importante de couvrir, c'est que les diagnostics de la crise civilisationnelle dans laquelle on est sont mal posés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est à l'image de notre société, si on veut, on fait du traitement de symptômes en silo, sans aller regarder les causes profondes qui sont à l'intérieur de nous. Et si on regarde, qui découlent de schémas comportementaux. C'est-à-dire que l'on parle de la crise écologique, ou de la crise sociale, ou de la crise économique. En fait, tous ces éléments-là découlent de schémas de fonctionnement. Et ces schémas de fonctionnement, si on regarde, ils sont principalement inconscients, et ils découlent d'automatismes dont on a hérité et qui sont rationalisés par des récits, des systèmes de valeurs, etc. Et toutes ces dimensions s'interconnectent. Donc, tu parles de métacrise d'ailleurs, c'est ça? Alors oui, alors la métacrise, en fait, elle traduit quoi? Elle traduit à la fois une polycrise, c'est-à-dire différentes crises à l'extérieur, telles que l'extinction de masse, la surconsommation des ressources, l'augmentation des inégalités, mais aussi un bouleversement qui va prendre place à l'intérieur quand on fait face à toutes ces choses qui nous dépassent. Donc un bouleversement psychologique, de nature aussi mentale et émotionnelle. Et donc la métacrise, c'est à la fois ce bouleversement extérieur, est-ce que ça va impliquer comme bouleversement à l'intérieur? Et donc c'est la remise en question profonde, mais qui est aussi porteuse d'opportunités, de changements profonds. Alors on va y venir, mais avant ça, le bouleversement extérieur, Ansgar, en quoi ça va nous toucher, nous, en tant qu'individus? Quelles sont les conséquences sur nous, sur notre structure? Je pense cette opportunité que Benjamin mentionne, cette crise, bien sûr, ça fait beaucoup peur et beaucoup de gens sont dans le déni un peu d'une certaine réalité qui dit que la crise, elle est là, elle se déroule devant nos yeux tous les jours. Et donc, ça a comme réflexe que beaucoup de gens vont d'abord dire ça ne me concerne pas, je ne regarde même pas les nouvelles, etc., je ne veux pas savoir, et que je continue comme toujours, comme j'ai mes habitudes. Mais à un moment donné, je pense les évidences qui vont se rapprocher et que ça va tellement toucher beaucoup de monde qu'à un moment donné, les gens vont s'ouvrir à la question d'essayer de comprendre mais comment est-ce qu'on est arrivé là, Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui explique, au-delà des choses qu'on sait déjà et qui ne suffisent pas d'expliquer pour expliquer, et que les gens sont ouverts vraiment à regarder, je l'espère, chacun son propre fonctionnement, son implication, ses croyances, les dogmes avec lesquels on construit notre société, et peut-être le questionner par la suite. Ok. D'ailleurs, dans l'atelier, on a vu qu'il y avait à la base de ces crises, il y avait effectivement chez chaque être humain des dangers, des menaces, des pulsions. Si tu peux en dire quelques mots, si tu veux bien. Oui. Alors en fait, ce qui va poser problème aujourd'hui, c'est à la base des schémas de survie primaires.
Je vais par exemple en nommer un. Nos ancêtres ont souvent été confrontés au manque de ressources. Ils ont appris que pour survivre, il était mieux d'accumuler, donc d'en avoir toujours plus. Ce schéma, il a peut-être été adapté pendant des siècles et des siècles. Il nous a permis de mieux survivre. Par contre, aujourd'hui, quand on rentre dans un état de dépassement des limites, qu'on parle de limites écologiques, avec par exemple la surconsommation des ressources planétaires, aussi des limites sociales, avec des inégalités qui deviennent trop béantes. En fait, on a un schéma de survie primaire qui commence à se retourner contre lui-même et à devenir un danger. Donc là, on peut parler de problème psychologique collectif quelque part, parce qu'à la base, un schéma de survie primaire est censé optimiser, enfin un schéma de survie est censé optimiser nos chances de survie. Quand il commence à nous mettre en danger, c'est que ça devient un problème psychologique. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que quand on va vraiment au fond des choses, on s'aperçoit que ce schéma de survie primaire, il va s'ancrer sur du trauma, sur des expériences traumatiques qui sont aussi collectives et intergénérationnelles, et il va s'auto-alimenter. Parce que le comportement qu'il va générer, c'est un comportement qui va, à la fin, reproduire les mêmes traumas. Et donc, on a un système qui s'auto-alimente. Et malheureusement, on a construit toutes nos sociétés, tous nos récits sur ces systèmes-là. Et donc, si on ne va pas au cœur du problème, reconnaître l'état de dissociation traumatique structurelle qui le caractérise, et bien en fait, on se retrouve prisonnier de quelque chose qu'on n'a pas identifié à l'intérieur de nous, à la fois individuellement et à la fois en tant que société. Ok, d'où le lien entre vous deux d'ailleurs, puisque quand on parle de dissociation traumatique structurelle, on a fait l'interview en Sgar par rapport à ton livre, tu en fais une belle part. Si tu peux nous réexpliquer en quelques mots en quoi ça consiste. Je pense que ça consiste avant tout à reconnaître que ce qu'on appelle la normalité n'est pas forcément saine, n'est pas forcément physiologique, c'est pas la normalité qui sert à vivre au mieux de nos ressources, notre potentiel et nos besoins humains et en tant qu'animal humain, mais que c'est quelque chose la normalité est construite par tout un enchaînement d'apprentissage, génération après génération, de s'adapter dans le but de survivre, avec certains mécanismes qui ont été mentionnés déjà par Benjamin, et que par la suite, au moment donné, on répète, et on croit que c'est bon, et on croit surtout, et ça c'est le chose un peu tragique, on croit que c'est l'unique possibilité, l'unique réalité, c'est quasiment une loi naturelle qu'on doit fonctionner comme ça. Et donc, il s'agit donc reconnaître que cette normalité, elle est questionnable et peut-être on pourrait aussi développer un autre type de normalité qui peut être plus adapté à nos besoins et à notre potentiel. Alors c'est vraiment une idée révolutionnaire que tu nous as transmise cet après-midi quand vous avez fait l'atelier à deux, mais on retrouve ça dans ton livre également, c'est que tu dis que les gens qui ont été traumatisés, ils vont développer une partie apparemment normale, mais apparemment elle est moins importante. Ça c'est nouveau, c'est-à-dire que ça a l'air normal, mais en réalité... c'est toujours les effets du trauma en réalité, c'est ça? Et c'est ça le côté tragique de la partie apparemment normale, qu'elle va fonctionner, elle va être dans une rigidité mentale, elle va fonctionner de manière à créer exactement la situation qui était traumatique à la base, qui a constitué ce fonctionnement, parfois à des générations dans le passé, mais qui va le remettre sur scène aujourd'hui, notamment quand tu dis cette frénésie de cumulation, d'accumulation de ressources qui était bien explicable à la base, dans une période de manque et de famine. Et ça nous a amené à vouloir cumuler, c'était peut-être censé sur le moment, et ça nous a aidé, mais aujourd'hui, si on maintient ce fonctionnement de la panne, de la partie apparemment normale, et ça devient un tel décalage avec la réalité des ressources, des trillions de ressources sur cette planète, que si on ne questionne pas cette tendance à vouloir toujours plus cumuler alors qu'on a déjà assez, ça va provoquer le collapse du système qui est en train de se manifester, et ça va générer malheureusement exactement de ce qu'on craint le plus, à savoir le manque des ressources réelles et la famine. Donc c'est comme ça le système en quelque sorte s'auto-entretient. Oui, c'est une sorte de prophétie auto-réalisatrice qui malheureusement va se réaliser si on ne prend pas conscience qu'à la base c'est un apprentissage qui était nécessaire sur le moment, mais qu'on peut questionner et modifier. Ouais. Et ce que vous expliquez tous les deux, c'est que toutes les structures de la société actuellement sont structurellement traumatisantes pour les gens, on va dire, et cette partie apparemment normale, elle le maintient.
par son accord, par son accord tacite, sa soumission, son conformisme, c'est ça? Moi, je dirais en fait, la société s'est construite sur du trauma, ouais. Et elle va auto-alimenter. Elle s'est construite sur des peurs et du trauma. Et pour moi, des peurs qui découlent de trauma, mais elle va les auto-alimenter parce que tout ça n'est pas conscientisé. En fait, elle va normaliser un état, un état traumatique et d'angoisse existentielle qui est lié à cette dissociation traumatique. Et elle va donner des récits, des histoires, des croyances, d'ailleurs qui vont devenir des identités, des cultures, pour à la fois compenser et dissimuler tout ça. Tu peux donner d'autres exemples d'ailleurs, parce que je sais que dans les cartes que qu'on avait trouvées finalement, enfin que tu nous avais fait découvrir, il y avait d'autres types de peurs. Il n'y a pas que l'accumulation, il y a d'autres choses aussi. Alors moi j'ai vu 3 grands types de dangers et 3 grands types de peurs et de traumas liés à ces dangers qui sont au cœur des schémas autodestructeurs. C'est-à-dire que quelque part on n'a pas besoin de tout guérir pour arrêter d'être autodestructeur. Là, à notre niveau de développement, pour moi il y en a 3 grands. Il y a déjà le trauma de l'hostilité. C'est-à-dire avoir fait des expériences où le monde extérieur est perçu comme dangereux, menaçant, et avec le ressenti qu'on a besoin de se protéger, en allant chercher notamment un pouvoir de domination, de contrôle sur le monde extérieur. Il y a le danger, la peur, le trauma du manque. Donc là, tout ce qui est lié aux expériences de pénurie. Et il y a aussi le danger, le trauma, la peur du rejet social, de la séparation du groupe. Parce que nous sommes en tant qu'être humain, on est des êtres sociaux et on dépend beaucoup du groupe en fait pour pouvoir vivre correctement. Et donc tout ça va alimenter des pulsions primaires. Par exemple, pour la peur du rejet, c'est la pulsion de se conformer aux normes, même quand elles sont toxiques, au point de se rejeter soi-même et de ce que l'on est dans notre être. Pour la peur, le trauma de l'hostilité, c'est cette quête de pouvoir sur le monde, mais qui peut devenir vraiment destructrice parce qu'elle va amener à des confrontations très fortes entre différents groupes ou individus qui veulent ce pouvoir sur le monde. Donc malheureusement, on est vraiment dans ce système qui s'auto-alimente, qu'on a besoin de conscientiser pour pouvoir le recalibrer. Peut-être juste à préciser, on n'est pas en train de dire c'est forcément mal, mais quand ça devient un schéma de fonctionnement inconscient, c'est très problématique. Et là, on a besoin de le conscientiser pour pouvoir agir dessus. Ansgar, comment tu peux réagir à ça? Parce que je rappelle, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, donc tu as écrit ce livre Empirocène, mais également tu as été chercheur, notamment à Harvard, et puis tu es au fait de la science par rapport au trauma. Cette notion d'ailleurs de dissociation traumatique structurelle, c'est une notion que tu nous fais connaître, mais qui existait déjà, que tu as beaucoup développé. Comment tu peux réagir par rapport à ce qu'il vient de dire? Parce que vous avez des ponts, vous êtes d'accord là-dessus, je pense. Pour moi, c'est vraiment de faire référence à la théorie de l'apprentissage. C'est savoir que le cerveau, tout être vivant, pour vivre dans l'environnement, pour survivre, pour s'adapter, on apprend constamment de la naissance jusqu'à la mort. C'est un processus continu et la plupart de ces processus ne sont pas conscients, sont implicites. On l'apprend et parfois on apprend aussi des choses qui sont utiles sur un moment donné, mais pas utiles dans un autre contexte. Et ça c'est un des phénomènes qui sont en lien avec la dissociation traumatique structurelle, qu'on sait aujourd'hui que les gens traumatisés, qui n'arrivent pas à intégrer un événement qui était trop pénible, trop douloureux, ils sont dans ce qu'on appelle un déficit de contextualisation. Donc, à savoir qu'une partie de leur vécu, de l'expérience, de leur conscience est figée dans l'état du moment du trauma, du surmenage. Et le système nerveux, par la suite, continue à interpréter le monde sous le regard c'est dangereux, je me sens menacé, j'ai peur, j'ai faim, je dois me battre, je dois courir, ce genre de choses. Alors que c'était utile et nécessaire sur le moment du trauma, mais c'est plus utile et nécessaire, voire c'est plutôt le contraire, ça peut nous nuire d'avoir ces réflexes encore actifs aujourd'hui. Et donc, beaucoup de ces choses dont parle Benjamin sont rien d'autre qu'un déficit de contextualisation où nous, aujourd'hui, on continue à fonctionner comme nos ancêtres il y a 500 ans ou 5000 ans, dans une lutte de survie qui était dans un autre contexte, notamment il y a manqué de la technologie qu'on connaît aujourd'hui, et qui est devenue en quelque sorte obsolète. Et cet acharnement à répéter des choses du passé nous amène maintenant à la crise collective. Oui, surtout qu'on a vu avec toi aussi, Benjamin, que
avec ce fonctionnement traumatique, et vu le niveau de technologie qu'on a, on va vraiment vers quelque chose qui peut être très dystopique. Hein, tu as donné quelques exemples, si tu peux développer un petit peu. Alors oui, alors ces trois grands schémas impliquent trois grands types de risques. Donc quand on est dans une pulsion primaire de domination parce qu'on a peur du monde et qu'on déploie un développement technologique exponentiel, on en arrive à des armes de destruction massive. C'est-à-dire que là, nos rivalités de pouvoir deviennent autodestructrices parce que, tout simplement, à cause du pouvoir destructeur qu'on peut déployer pour essayer de faire aboutir cette domination. Pour le manque, la pulsion d'accumulation, c'est pareil. Avec les capacités d'extraction actuelles que l'on a, on arrive à dépasser les limites planétaires, c'est-à-dire à extraire beaucoup plus que ce que la planète est capable de produire durablement, donc à nous mettre en danger. Et puis, effectivement, quand on se rejette soi pour rentrer dans un moule et que ce moule devient renforcé aussi par cette puissance technologique, que ce soit par des systèmes de surveillance ou des systèmes de social engineering, ben là, ce qu'on voit, c'est cette coupure de soi, elle aboutit à une robotisation, donc au remplacement de l'humain par la machine, à ce qu'on appelle l'obsolescence de l'humanité. Et donc là, tout ça, ça nous appelle à un sursaut, pour le coup, à la fois de conscience et à la fois archaïque de survie, pour faire face à un danger qui, là, pour le coup, n'est plus là pour des causes naturelles, mais tout simplement parce qu'on est rentré dans un état de dysfonctionnement psychologique collectif qu'on a besoin de reconnaître pour pouvoir le corriger. Ouais, d'où l'importance de ce genre d'atelier. Parlons un peu des solutions, si vous voulez bien. Ansgar, je me tourne d'abord vers toi. Quelles solutions tu vois par rapport à ce problème? Est-ce que la solution est individuelle ou collective? Je pense qu'elle est à la fois individuelle et collectif, hein, mais je pense que c'est vraiment l'important, c'est aussi pourquoi on a fait cet atelier cet après-midi, pour de promouvoir, d'encourager les gens à donner des pistes d'exploration par rapport à la prise de conscience du problème, qu'on est déjà capable de voir et de nommer le problème à sa racine, hein, qu'on arrête de toujours vouloir gérer et couper court les symptômes, hein, donc, et on essaye hein, et on voit les résultats, mais d'essayer de vraiment nommer le problème à sa racine, et par la suite on réalise peut-être on n'a plus besoin d'aller dans ces réflexes du passé, et on pourrait aussi s'inspirer peut-être d'une autre réalité humaine. C'est aussi qu'on est des êtres vivants qui vivent en connexion avec les autres, qui sont dans le partage, qu'on a un système neurobiologique qu'on appelle le care system, hein, s'occuper des autres, s'occuper de soi-même, ça fait du bien, et que là aussi c'est peut-être une base d'une nouvelle forme de société. Quand on investigue ce genre de pistes et qu'on met en question ces traumatismes collectifs et qu'on a compris la chose, il y a une chose qui émerge, on veut sortir de là. C'est absolument absurde de continuer comme on le fait en ce moment. Mais tu le soulignes très bien, hein, parce que tout part d'une prise de conscience, mais s'il y a un déni, pour l'instant, d'ailleurs je crois que ça te touche beaucoup, hein, il y a du déni collectif par rapport au fait que nous sommes tous traumatisés. Oui, moi je pense aussi que c'est important de rappeler le déni qui s'explique par la dissociation traumatique structurelle. Le déni est le même vis-à-vis d'un côté la réalité, l'ampleur du trauma dans la société, dans la vie de chacun, qui est déni par la plupart des personnes qui vont dire je ne suis pas traumatisé, tout va bien. Et le déni est le même qui dit la crise collective, la crise climatique, elle est importante ou pas. Hein, parce que les gens ont bel et bien beaucoup d'indicateurs qu'il y a un problème dans leur vie, ils portent des souffrances, hein, la plupart des gens que je connais, ils portent des souffrances importantes, et en même temps on voit que le monde s'effondre sur le plan écologique et humanitaire, et on voit que la dissociation structurelle traumatique amène à soutenir un déni qui vis-à-vis ces deux problèmes, collectif et individuel. Le déni qui dénie vis-à-vis de tout ça est le même. Ok. Une réaction, Benjamin? Non, moi je voudrais appuyer là-dessus. Effectivement, le déni est très très fort et je pense aussi fortement compréhensible. Parce que rien que la reconnaissance de l'état de dissociation traumatique, qui est celui de l'humain aujourd'hui, c'est une remise en question profonde de tous les récits. C'est aussi donc des récits de nos imaginaires actuels, de nos mythes, tous les narratifs de aussi, société, hein. Mais aussi donc structurels de la société, mais aussi structurels en tant qu'individu. C'est aussi la reconnaissance des transgressions qu'on a pu faire à l'encontre de soi-même et des autres. Donc c'est
une pilule rouge qui peut rapidement rester coincée parce qu'elle implique vraiment une transformation. Donc, quelque part, sa puissance explique aussi le fait que ça bloque parce que c'est une remise en question qui est trop profonde. Alors, moi, je ne suis pas fataliste en disant que c'est un blocage qui ne peut pas être résolu. C'est simplement que, comme on disait, la remise en question, elle ne peut être que progressive. Et les gens vont pouvoir sortir de cet état de déni et d'apathie que palier par palier. L'idée de cet atelier étant bien sûr d'accélérer un peu cette prise de conscience, parce que j'ai pas l'impression qu'on était en avance dans la prise de conscience, j'ai plutôt l'impression qu'on est en retard et que là on est plutôt un petit peu par la force des choses obligé de se réveiller pour pouvoir faire les choix qui quelque part s'imposent à nous. Et les choix qui s'imposent à nous, c'est quoi dans un monde qui est en train de s'effriter, qui est décadent, c'est de réapprendre à prendre soin de nous, à prendre soin des autres et à prendre soin de ce qui nous entoure. On va venir à l'essentiel, ce care system dont parlait Ansgar. Mais pour faire ça, on a besoin de déconstruire beaucoup de choses, beaucoup de récits qui nous ont dit que la vie c'est un combat, que le succès c'est l'accumulation de richesses, que le pouvoir c'est de contrôler et d'écraser les autres. Ou que même les médias et les gouvernements nous disent toujours la vérité, par exemple. Là je fais un peu mon sceptique. Et Ansgar, qu'est-ce que tu pourrais proposer comme questionnement qu'on peut avoir si on veut une fois qu'on a fait la prise de conscience de ces traumatismes dont on est victime, qu'est-ce qu'on peut faire encore concrètement, en plus de ce que vient de dire Benjamin, pour se libérer? Qu'est-ce que tu pourrais dire, nous partager? Je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est d'encourager la personne d'aller à la rencontre d'elle-même et d'essayer de développer une relation authentique à soi-même et au monde, dans ses relations, dans sa relation avec les personnes, mais aussi avec le monde matériel, de voir qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui est le plus juste, et de peut-être faire un tri par rapport aux choses qui sont peut-être un peu superflues et qu'on porte, pour des raisons parfois juste par une certaine habitude ou tradition, qu'on porte et soutient des choses qui n'ont pas vraiment de raison d'être aussi importantes dans notre vie. Donc, ce qu'on avait dit, se modérer, apprendre à se modérer, apprendre à simplifier sa vie, et de se connecter avec le moment du présent. Donc c'est aussi des exercices de pleine conscience on se connecte avec soi-même, avec la réalité du moment et avec les autres là où on est. Donc, ça c'est une des recommandations qu'on peut peut-être amener. Tu parles de pleine conscience, est-ce qu'on peut dire qu'une autre recommandation, ce serait aussi d'affronter ses peurs, de voir que oui, je suis le mouvement, j'obéis, je ne me pose pas trop de questions, parce qu'en fait, j'ai peur, et d'aller identifier ces peurs, en fait. Oui, donc ce sont les peurs un peu archétypales. C'est ça, c'est ça. De manquer des ressources pour l'intégrité physique, la famine, la soif, l'appartenance à un groupe sociétal, je me sens tout seul, abandonné, sans protection. Donc ça, c'est des peurs très, très archétypales, très profondes. Et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui aussi, dans notre société, même de pleines ressources, on a les mêmes peurs encore. Et que c'est important de, par la suite, à travers la relation authentique à soi-même et aux autres, en quelque sorte, de trouver à nouveau ce que moi j'appelle la confiance. De se faire confiance à soi-même et pouvoir faire confiance aux autres. Et si tout le monde est responsable par rapport à cette chose très précieuse de la confiance, en principe, on peut sortir un peu de ce fonctionnement de gérer les relations par le contrôle et par le pouvoir. C'est mon idée un peu de remplacer le monde sociétal qui est basé sur des contrats plutôt par un monde sociétal qui se base sur la confiance. Mais pour cela, tout le monde doit jouer le jeu en quelque sorte, parce que ceux qui ne jouent pas le jeu en quelque sorte, ils vont profiter, c'est ça la crainte. Et donc c'est une question d'éducation aussi, et de prise de conscience qu'on a tous à gagner, tous, si on se permet d'aller plus aussi dans la qualité et de vivre la confiance au quotidien. Ok. Benjamin, comment tu réagis face à ça? Et est-ce que tu as aussi d'autres pistes alors je pense à explorer? Effectivement, il y a tout un tas de pistes. Mais déjà, je suis tout à fait en accord avec Ansgar quand il dit qu'on a tout à gagner à le faire et tout à perdre à ne pas le faire.
Moi, je parle souvent pour vulgariser, parce qu'effectivement, c'est tellement multidimensionnel et multifactoriel qu'on pourrait s'épancher, mais en tout cas, à la base, pour moi, ce qui me paraît, il y a déjà une partie de déconstruction de toutes les croyances qui sont biaisées ou limitantes, et qui ne sont pas forcément conscientes aussi. Il y a une évacuation de toutes les peurs qui ne sont plus adaptées, qui ne sont plus à leur place, et puis derrière tout ça, il y a le processus de thérapeutique de guérison des traumas, qui peuvent être des traumas individuels, mais aussi, et surtout quand on parle de crise civilisationnelle, de traumas collectifs. Et donc tout ça, c'est un travail en profondeur qui demande du temps, qui demande de la patience, et qui, je trouve, extrêmement porteur en termes de potentialité, parce que derrière tout ce travail individuel sur l'aspect collectif, il y a aussi, pour moi, la mise en conscience de l'inconscient collectif. Il y a cette citation de Carl Gustav Jung, qui a dans l'atelier notamment, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. Moi, je l'ai un petit peu retweaké en disant, tant que nous n'aurons pas rendu l'inconscient collectif conscient, il amènera nos civilisations à l'effondrement et nous appellerons cela l'inchangeable nature humaine. Et si on met l'inconscient collectif en conscience, on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas à être les passagers de notre destin, on peut les choisir en conscience. Et là, il y a vraiment pour moi, c'est là que je parle aussi d'opportunité très forte, il y a l'opportunité de devenir une espèce vivante, consciente d'elle-même. Quand je dis consciente d'elle-même, c'est avec une intelligence de son intériorité, une intelligence émotionnelle, une intelligence empathique, mais aussi conscience de son interdépendance avec le reste du vivant et le reste de l'univers, et aussi conscience de ses pouvoirs créateurs. Parce que nous sommes les créateurs de nos récits, de nos systèmes de valeurs, de nos constructions sociales. Et si on met un petit peu de conscience dans ces constructions sociales, on peut co-créer notre réalité en conscience et vraiment aller vers quelque chose de tellement mieux que ce qu'on peut expérimenter aujourd'hui, qui est plutôt un état d'inconscience basé sur de l'ignorance et de la méconnaissance de nous-mêmes. Et quelque part, c'est comme si on parlait un petit peu d'apocalypse dans le sens noble du terme, c'est-à-dire l'apocalypse, la grande révélation de nous-mêmes à nous-mêmes quand on est au bord de cet effondrement systémique et qui ouvre tout un tas de nouvelles opportunités. Donc, écoute, c'est très enthousiasmant ce que tu nous dis, c'est une belle conclusion. Ansgar, est-ce que tu peux aussi nous dire un petit mot pour terminer? Qu'est-ce que tu pourrais rajouter ou compléter? Juste pour dire que c'est une expérience importante de pouvoir partager autour de ces sujets-là. Donc, comme on l'a fait cet après-midi lors de l'atelier, de voir qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces questions, qui déjà ont fait du travail de leur côté, qui ont compris des choses, qui peuvent contribuer à ces échanges, ces partages. C'est très précieux de voir ça, qu'on n'est pas seul. Oui, est-ce que tu as l'impression, d'ailleurs, je te coupe, mais qu'il y a de plus en plus de monde, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience de ce dont on parle et qui vont dans ce chemin que tu décris? Oui, d'un côté, il y a toujours un déni important dans la société, dans le monde, ça c'est vrai, on a traité aujourd'hui, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui veulent faire différemment, qui n'ont pas envie de juste continuer comme ils ont appris, et qui sont ouverts à intégrer quelque chose de nouveau, et qui sont aussi prêts à regarder leur face d'ombre, leur trauma et leurs choses inconscientes, parce qu'ils réalisent qu'ils se posent des questions. Pourquoi je dois faire face toujours à des problèmes similaires dans mes relations avec le monde, pourquoi je passe à travers des crises, et qui arrivent maintenant à des conclusions et qui peuvent aussi faire bénéficier le collectif en ayant fait ce travail sur eux-mêmes. Donc, je trouve que c'est très important de rappeler qu'avant de sauver le monde, en quelque sorte, on doit commencer à sauver et faire un travail par rapport à soi-même. Sinon, on risque de juste répéter déjà une sorte de maltraitance quelque part ailleurs au lieu de la guérir en soi-même. Ouais. Et juste une chose d'ailleurs, je voulais terminer, mais je me souviens dans l'atelier quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est que tu parlais de sortir de la vision binaire, en fait, Benjamin, et qu'on parlait de la crise Covid, par exemple, comme exemple dans l'atelier à un moment donné, et qu'il y avait quand même beaucoup de colère, et puis il y avait eu beaucoup de souffrance, et
Et il y avait cette idée de ne pas voir les bons et les méchants, d'essayer même les gens qui ont été vecteurs, sources de traumatisme, sont même traumatisés, sont même des victimes. Je ne sais pas si tu peux encore réagir là-dessus, sur cette notion que tu avais développée. Je trouvais ça qui était très très belle. Alors je peux te donner moi ce que j'ai vu pendant la crise Covid. Ouais. C'est que dans le conflit qu'il y a pu y avoir entre les pro-restrictions gouvernementales et pro-vaccins et les anti-vaccins, anti-restrictions gouvernementales, j'ai eu l'impression que j'avais deux groupes qui se branchaient sur différents traumas. Le groupe pro-vaccin, pro-restriction gouvernementale, lui était sur le trauma des pandémies. Et donc la peur d'une pandémie qui soit hors de contrôle, avec un taux de mortalité hyper important, un taux de souffrance hyper important. Et donc pour eux, ils regardaient ceux qui étaient anti-vax comme des irresponsables, des gens qui sont marginaux, qu'il faut marginaliser, des dangers pour la société. De l'autre côté, pour moi, j'avais le trauma de l'oppression et de la manipulation par la peur qui est ressorti. Et ce groupe-là, lui, était branché sur « mais on nous manipule par la peur et on nous fait des choses, on nous oblige à faire des choses qui sont contre nature, qui sont malsaines par la peur ». Et quelque part, j'avais l'impression que les groupes, les deux groupes étaient complémentaires. C'est comme si d'un côté, j'avais l'impression « ok, on a une pandémie, il faut réagir, il faut qu'on s'organise pour y faire face, pour pas que ça, effectivement, que ça soit vraiment hors de contrôle et que ça devienne trop grave. Et de l'autre côté, attention, il faut aussi pas qu'on tombe dans des systèmes de manipulation. Il faut pas qu'on utilise cette pandémie pour nous intoxiquer encore et nous manipuler et nous opprimer encore plus. Et oui, d'ailleurs, d'autant plus, excuse-moi, mais même le terme de pandémie était remis en question parce que les standards ont été remis à la hausse ou à la baisse par l'OMS. Donc, même ça, c'était décrié par le groupe qui parle de manipulation comme une fausse information aussi. Oui, alors peut-être dans tous les cas, j'ai eu l'impression qu'on aurait pu avoir un discours beaucoup plus constructif si on avait parlé de nos peurs. Moi, j'ai peur, ce virus me fait peur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter de cette peur? Pour me rassurer, moi j'ai peur, la manipulation, l'oppression me fait peur. Et les deux peuvent être des réalités qui coexistent et qui sous-entendent des besoins qui coexistent aussi. Et comment on fait pour s'entendre dans nos peurs, plutôt que d'être dans une confrontation en disant « j'ai raison, tu as tort, ma réalité est plus vraie que la tienne, et toi, tu es forcément un inconscient qui ne prend pas conscience du véritable danger. » D'ailleurs, tu faisais aussi finalement sous-entendre dans l'atelier, si je me trompe, dis-moi si je me trompe, que la société qui va venir, aussi belle soit-elle, devrait être faite avec tout le monde. Bien sûr. Et dans tous les camps vont devoir se comprendre et s'unifier quelque part. Alors, une partie de ces schémas de survie primaire nous ont appris, en tout cas, ont transmis, sont rationalisés par cette idée que la survie, c'est la lutte c'est la survie du plus fort, et que on doit survivre les uns contre les autres. Et l'expérience qu'on est en train de faire nous dit exactement le contraire. C'est que pour survivre, on va devoir sortir de ces schémas de prédation entre humains pour pouvoir faire humanité. Et se rendre compte que finalement, ce qu'on partage ensemble, que ça soit à la planète, que ça soit notre humanité, que ça soit notre réalité partagée, est plus important que ce qui nous divise. Les nations, les rivalités de pouvoir, les croyances. Et si on peut prendre conscience de ça, pour moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, l'humanité, dans sa forme évoluée et consciente, c'est un jeu coopératif pour pouvoir continuer à améliorer les conditions de vie, continuer à rendre le monde dans lequel on vit meilleur. Et ça ne se fera pas en écrasant toujours l'autre, en restant prisonnier de ces dynamiques de égo contre égo, nation contre nation, récit contre récit. Encore une belle façon de conclure, c'est magnifique. Ansgar, je te laisse le mot de la fin. Et juste aussi, je me demandais si, en tant que psychiatre, il y a peut-être des gens qui perdent espoir en disant « oui, mais un trauma, on ne peut jamais en guérir, c'est trop dur, c'est des cauchemars en permanence. Ça arrivait à 30 ans, 40 ans, je m'en souviens encore comme c'était hier. » Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Oui, c'est important de quand même soulever ce point que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'avait pas tellement les moyens de vraiment aller là, regarder là où ça faisait trop mal. Donc pour le psychisme, on sait que la dissociation s'explique parce que c'est trop pénible, trop douloureux pour l'organisme de voir. Donc on peut comprendre que nos ancêtres
n'ont pas réussi à faire ce qui est presque impossible déjà pour nous aussi. Mais heureusement, les neurosciences nous ont amené maintenant quelques réponses par rapport à cette problématique et on arrive maintenant quand même à plus en plus se développer des thérapies où on peut quand même traiter l'intraitable en quelque sorte. La douleur insoutenable, elle devient traitable maintenant grâce à des thérapies notamment corporelles, ou des thérapies état de conscience et élargie, l'EMDR aussi. Donc c'est toutes des thérapies où on arrive à s'approcher de la bombe atomique et on arrive à ce qu'elle nous soupape dans la figure, mais qu'on arrive à transformer ça en quelque chose de guérison. Donc ça c'est vraiment important qu'on a maintenant, on commence à mieux comprendre ces mécanismes, on peut mettre à disposition des thérapies qui quand même ont des résultats. Et j'encourage tout le monde de vraiment toujours essayer et de ne pas rester figé dans l'idée de toute manière on peut rien faire, on peut faire des choses. Donc, et c'est ça aussi quelque chose qu'il faut rappeler, nos ancêtres n'ont pas eu ces opportunités et maintenant on peut y aller quand même. Oui, magnifique, très beau mot de la fin. Et c'est vrai qu'on a de la chance de vivre à cette époque, de voir cette transformation et puis d'avoir cette possibilité de guérison. Merci beaucoup à tous les deux. L'atelier était très très beau. Je laisserai en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent en savoir plus. Benjamin, ce que tu proposes également et le site d'Ansgar aussi. Donc merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et merci à toi Eric d'être venu, d'avoir soutenu cette manifestation avec ta présence et avec cette vidéo aussi. Merci. Merci. Merci à toi Eric. Merci à toi Ansgar aussi pour ce que tu fais. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Nos cœurs vibrent, nous allons